14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Notre santé est entre nos mains. Je crois que grâce à la Covid, on en a pris un peu conscience qu'on pouvait un petit peu être responsable de tout ça. Alors évidemment, c'est pas aussi simple, mais en tout cas, on a une énergie vitale. Le mot en lui-même est bien significatif et cette énergie permet de maintenir en bon état notre système immunitaire qui agit donc en prévention de la maladie. Et c'est ce que va nous expliquer mon invité, Seymour Bruxel. Et cette énergie, figurez-vous, elle peut aussi nous aider à guérir mieux et plus vite. Eh oui, notre corps, c'est pas une machine, il n'est pas inerte, il est en permanence animé par de l'énergie. Alors elle est parfois positive, parfois négative. C'est peut-être à nous de veiller que ce courant énergétique circule bien. Je vous propose donc de voir tous les paramètres négatifs qui nuisent à cette énergie et puis évidemment toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour au contraire l'améliorer, cette énergie. Alors si vous êtes des habitués de l'émission, vous avez sans nul doute déjà entendu parler de la médecine chinoise et de tous ces dérivés. Je crois qu'on est un petit peu sur le même propos. En tout cas, c'est ce que va nous raconter dans un instant Seymour Bruxel. Et si vous avez envie de conseils de sa part, eh bien, je vous invite à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Seymour Bruxel. Bonjour Brigitte. Alors, il sort là, incessamment sous peu, ce livre, L'énergie, une force de guérison, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, j'ai évidemment eu la chance de le feuilleter un peu, même s'il n'est pas encore dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que j'ai à peu près compris dans mon introduction Tout à fait. Ça va. Tout à fait. Je peux rester alors. On est en phase. Oui, c'est quelque chose qu'on entend quand même un peu quand on parle d'énergie chinoise. Tout à fait. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Oui, on est en accord avec les principes de base de la médecine chinoise. Et la physique, aujourd'hui, la physique moderne rejoint ces principes qui sont décrits depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Et alors, est-ce qu'en effet, grâce à la Covid, les gens ont compris quand même qu'ils avaient un rôle à jouer dans leur santé, ou est-ce que finalement pas tant que ça? Vous qui les soignez tous les jours, voilà, puisque vous êtes bioénergéticien. Voilà, je soigne tous les jours beaucoup de patients. En ce qui concerne la Covid, les gens qui viennent me voir sont des gens qui n'ont pas récupéré leur énergie, justement. La plupart des patients me demandent ça, de l'aide pour récupérer leur force, qu'ils n'ont pas retrouvée depuis qu'ils ont été malades. Et aussi tous les effets secondaires qu'on peut noter face à la vaccination, qui a quand même fait pas mal de dégâts. Et oui, bien sûr qu'ils prennent plus conscience de leur santé et de la capacité qu'ils ont eux-mêmes peut-être à se diriger vers la prévention. Et j'insiste parce que c'est pas encore culturel, comme les Chinois le font, par exemple. Oui. On paye son médecin quand on est quand on tombe pas malade. Quand on est en bonne santé, voilà, et on le paye pas quand on tombe malade, ça veut dire que c'est un mauvais médecin. C'est un mauvais médecin, voilà. Donc ça ferait faire des économies à la sécurité sociale. Ça serait un énorme bénéfice. Et donc, pour répondre à la première question, leur santé, ils en font maintenant la priorité. Et puis, je vous dis, ils ont du mal à retrouver les forces qu'ils avaient avant la maladie ou avant, pour certains, la vaccination. À quoi on repère que notre énergie est un peu faible, est un peu en la fatigue. vacille. Déjà la fatigue, on se traîne, on n'a pas d'énergie, c'est le cas de le dire, on n'a pas de jus, on n'a pas d'envie. Alors là, ça devient un peu plus grave parce que c'est dangereux, on coule vers la dépression. La médecine chinoise, justement, signifie les vibrations du cervelet comme l'envie d'entreprendre. Voilà, quand la dépression, c'est souvent une compression du cervelet. Et pour les Chinois, le cervelet correspond à l'envie d'entreprendre. Alors quand il n'y a plus envie d'entreprendre, là, on glisse vers la dépression. Il y a beaucoup de dépression en ce moment. Chez les jeunes, ça a été dramatique. Je veux dire, la consommation d'antidépresseurs a doublé chez les jeunes, chez les adolescents. Il y a beaucoup d'anxiété, me disait l'autre jour comme Frédéric Fanger, qui est psychiatre. Oui, voilà. Il y a 25% de plus d'anxiété. En visite chez les pédopsychiatres, il y a 100% d'augmentation. 100% d'augmentation. Il y a un mal-être, un mal-être, un mal de vivre, une perte de sens de la vie, et surtout cette envie de vivre, cette joie qui est en train de s'amenuiser de plus en plus, d'autant plus chez des jeunes de plus en plus jeunes. C'est ça qui est grave.
Il y a quelques années, avant le Covid déjà, Boris Cyrulnik avait écrit un livre qui s'intitule « Quand un enfant se donne la mort ». C'était une étude commandée par le ministère de la Jeunesse et des Sports sous Sarkozy. Ça date pas d'hier. Eh bien, ce livre avait été commandé parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de plus en plus de suicides et de plus en plus jeunes. Oui, il paraît que ça continue. Voilà, et je voulais en venir là. Vous avez raison, de plus en plus jeunes. Voilà. Quand on se suicide à 13 ans, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Un problème de société. On est terrible. d'accord. Voilà. On est d'accord. Oui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça s'est pas arrangé depuis ce temps-là. Le phénomène s'est amplifié et le Covid a donné une accélération à ce drame. Alors, vous allez pouvoir, pendant ces 2 heures, nous donner quelques conseils pratiques. Donc déjà, respecter son sommeil. 8 heures par jour. Le métabolisme a besoin de 8 heures pour se rééquilibrer. La nuit, c'est fait pour rééquilibrer. Le corps, les cellules ont besoin de tout ce temps-là pour se rééquilibrer. Il y a une horloge biologique, puisque on va s'appuyer sur la médecine chinoise. C'est la référence qui a été soulevée. Eh bien, tapez sur Internet horloge biologique chinoise et vous verrez que toutes les 2 heures, il y a un organe qui prend le relais. Que pendant la nuit, lorsqu'on est réveillé, toutes les nuits à peu près à la même heure, c'est qu'il faut aller voir si cet organe est en capacité de fonctionner. Là, je vois en ce moment, beaucoup de gens me disent, je me réveille autour de 4 heures du matin. Alors 4 heures du matin, heure solaire, on revient à 2 heures du matin, et là, c'est le foie. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de foie, de transpiration nocturne, parce que cet organe est en faiblesse. Alors moi j'en profite, moi c'est plutôt vers 6 heures que je me réveille. Alors là on va arriver sur le poumon. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Faut respirer. Brigitte, faut respirer. Je respire pourtant, mais j'entends. Donc déjà, si on se réveille, ça peut aider ceux qui nous écoutent. Oui. Et donc on va voir sur Internet l'horloge biologique et suivant l'heure. Chinoise. Voilà. Et donc il y a 2 heures de décalage avec l'heure actuelle. Donc on recule on avance de 2 heures par rapport à l'heure. D'accord. Donc déjà le sommeil, ça paraît évident, mais pour autant, c'est une thérapie le sommeil. Il faut bien comprendre que le sommeil c'est une thérapie. Et aujourd'hui, on sait que le Français, en moyenne, a perdu déjà 1 heure de sommeil par rapport à une vingtaine d'années. À 6 heures, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et beaucoup de gens ne dorment que 6 heures par nuit. Et les jeunes, alors qu'ils vont être sur les réseaux, sur leur appareil, et puis surtout le soir, jusqu'à 2 heures du matin, en planquant ça sous le lit et en téléphonant aux copains ou je ne sais quoi, ils dorment 4 heures par nuit, c'est pas possible. Le nombre d'enseignants qui voient leurs élèves dormir le matin en arrivant en cours, mais c'est incroyable. Bien sûr, ils peuvent pas tenir. Alors le sommeil, ok. Ensuite, faire bouger, l'exercice physique. Voilà. Une cellule en bonne santé, c'est une cellule en mouvement. Un corps en bonne santé, c'est un corps en mouvement. Il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de sport. Il faut y aller, il faut se bouger. Et à tous les âges, ça c'est pas seulement les jeunes. Mais ce qui est proposé par l'éducation nationale ne suffit pas. Si les parents n'ont pas assez d'argent pour offrir un complément de sport aux jeunes, on peut marcher, ça coûte pas d'argent. Le sport c'est aussi la marche, c'est aussi du sport, quoi. Mais faire bouger son corps, mais ça c'est sûr. C'est pas aller juste au coin prendre un café, c'est marcher vraiment. Mais oui, mais et je crois qu'il faut marcher au moins 4 fois par semaine, sinon ça marche. Sinon ça sert pas à grand chose. C'est pas juste marcher le week-end quand il fait beau. Parce que ça j'ai quand même remarqué, moi qui marche beaucoup maintenant, quand il fait beau, il y a du monde, quand il fait pas beau, il y a personne. Ah oui, il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est pas possible, quoi. Notre corps, ça suffit pas. Il a besoin de marcher tout le temps ou de faire du sport tout le temps, de toute façon. Mais je vois dans mon village, les enfants, on les emmène en voiture à l'école. L'école, elle est à quoi? Ça n'est même pas 1 kilomètre, l'école. Je veux dire, s'ils faisaient déjà 2 kilomètres par jour, aller-retour, 2 fois. Et puis en plus, ça serait écolo. Et bien sûr. Mais il paraît qu'il y a énormément de gens qui prennent la voiture pour faire. Mais c'est incroyable, la boulangerie, ils veulent pas. Et puis en plus, ils se garent en double fil et ils font chier tout le monde. Et ils laissent tourner le moteur devant la boulangerie avec la porte ouverte. Bon, alors, on a dit dormir, marcher, bien se nourrir, j'imagine. Bien sûr, la nourriture, c'est le moteur. La nourriture saine. Alors là, j'entends en ce moment à la radio que la culture biologique est en train de prendre une grosse claque parce qu'il n'y a pas assez de sous, parce que la consommation du bio a baissé à cause du pouvoir d'achat qui a baissé. Là, c'est pas possible. Il faut donner des subventions au bio. Il faut manger sainement. Il faut arrêter de manger des pesticides, des insecticides, des engrais chimiques. On peut acheter local quand même. Local, mais si c'est bien traité. Je reparle de mon village. Autour de mon village, ils traitent comme des fous. Je suis en Seine-et-Marne. Vous êtes un peu Astérix, vous. C'est moi, Bruxelles. C'est quoi? C'est la moustache? Non, plutôt Obélix, pardon. Ouais, je crois. Ouais. Mais non, manger sainement, évidemment. Et bon, quand vous regardez ce qu'il y a dans un caddie à la sortie d'un supermarché, souvent ça fait peur, quoi.
les bouteilles de Coca-Cola, en veux-tu, en voilà. Alors faut pas me dire que c'est le prix du bio qui freine, c'est pas vrai, j'y crois pas, quoi. Faut acheter moins de conneries et puis acheter quelque chose de qualité et manger. Oui, mais quand on est anxieux, quand on va pas bien, on a envie de manger du sucre, on a envie de boire de l'alcool, on a envie de fumer. Enfin, c'est un cercle vicieux finalement. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Le stress, ça n'a que du mauvais. Que du mauvais. Et le stress, ça va. Si on parle d'énergie, le stress va bouffer, brûler le maximum d'énergie au détriment des autres systèmes du corps humain, et en particulier du système immunitaire. C'est pour ça qu'on dit la peur fait baisser le système immunitaire et rend malade. Et j'avais écrit La peur origine de nos maladies. J'étais venu en parler ici, et le stress va monopoliser un maximum d'énergie pour fuir par rapport au danger qui n'existe pas, qui n'existe la plupart du temps que dans le cerveau, que dans le mental. On n'a plus de tigres ou de dinosaures autour de nous. Mais le corps, lui, dans son système naturel, il réagit et il va ramasser le maximum d'énergie au détriment des autres systèmes qui ne fonctionneront plus. Et le premier, qui est celui de prévention et de défense, c'est le système immunitaire. Et c'est lui qui va prendre en premier. Il n'aura plus d'énergie pour son fonctionnement naturel. Pour combattre éventuellement la grippe, le rhume. Les virus et les bactéries qu'on croise toute la journée. Etc. Simon Bruxelles, vous avez dit aussi quelque chose d'intéressant tout au début. Pour une fois. On se connaît depuis tellement de temps qu'on est un peu coquins tous les deux, évidemment. Excusez-nous, mais vous participez évidemment avec nous sur Sud Radio. Oui, vous disiez, et puis il faut donner du sens à sa vie. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui manque un peu de sens. Ah oui, terriblement. Et ça angoisse les gens, ça. Mais oui, parce que c'est le sens, la philosophie d'un acte, c'est le moteur, c'est le sang, On n'est pas des animaux, on a besoin de mettre du sens dans notre existence. Et on en manque terriblement, parce que le sens, ce n'est pas le matériel. On est dans une société d'hyperconsommation, de matérialisme à outrance, et on ne trouve plus de sens. C'est pas d'acheter la plus grosse voiture qui va donner du sens à une vie, c'est faux, ça c'est un leurre. Ni la plus grosse bite. Exactement, voilà. Bon, tout dépend comment on s'en sert. Mais voilà, on en est là. Et donc, la joie, c'est le sang. D'ailleurs, symboliquement, on le sait, le sang, c'est la joie. Et les gens qui perdent la joie, comme par hasard, vont nous faire une leucémie, par exemple. Voilà. Donc, un cancer du sang, on va venir d'une perte de joie pendant un certain temps et qui va entraîner ce dysfonctionnement parce qu'on perd la joie. C'est terrible. Et à Necker, les enfants les leucémiques, les petits leucémiques de Necker sont souvent des enfants par exemple, de couples divorcés, des enfants abandonnés, des enfants qui n'ont perdu la joie parce qu'ils ont perdu leur repère, ils ont perdu la chaleur du foyer, l'amour paternel, maternel. Et perdre la joie. Il est évident qu'évidemment il n'y a aucune notion de culpabilité, de responsabilité vis-à-vis de ce que vient de dire Simon Bruxelles. Non, ça n'a rien à voir, je parle d'un mécanisme. C'est juste qu'il faut comprendre à quel point c'est important d'être en joie et d'avoir un sens à son existence. Vous pouvez réagir, vous pouvez communiquer avec nous, demander des conseils à Simon Bruxelles, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve avec Emma dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Simon Bruxelles, nous parlons de notre énergie, cette énergie, une force de guérison. C'est un livre qui sort au Courrier du Livre ce mois-ci. Bonjour Emma. Bonjour Seymour. Oui, bonjour. Voilà, écoutez, oui, je vous appelle parce que je suis dans une situation qui est proche de ce que vous décrivez. Enfin, je me retrouve dans ce que vous dites en fait. Oui. Parce que je suis donc particulièrement hypersensible, donc ça c'est une réalité presque qui a été détectée même par les médecins, c'est-à-dire que je suis en situation de handicap à cause de ça. Donc voilà. Et c'est-à-dire qu'on considère que votre hypersensibilité vous crée un handicap dans vos relations aux autres, hein, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc ça m'empêche finalement de travailler un petit peu comme les autres, c'est-à-dire quand je suis sujette au bruit, à trop de lumière, c'est vraiment difficile de travailler. Voilà, donc de vous adapter au monde qui vous entoure. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'absorbe un peu tout et j'ai beaucoup de mal à réguler. Voilà. Donc en fait, j'ai au contact de pas mal de choses, je développe des réactions émotionnelles assez fortes et je perds énormément d'énergie chaque jour. Donc j'ai beaucoup besoin de dormir. C'est la seule façon de me faire un petit peu recharger la pile. Voilà, c'est ça.
Et effectivement, je n'ai pas trouvé d'autre façon de réguler que ça. Donc c'est pour ça aussi que peut-être je viens vers vous par rapport au conseil de Seymour. Et je suis toujours aussi dans la peur extrême de tout. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à cette hypersensibilité, mais en tout cas c'est le cas. Voilà. Donc, ce qu'on constate en tout cas, c'est que les personnes hypersensibles, malheureusement, très souvent, laissent plus leurs émotions comme la peur et la tristesse se développer et oublient de laisser se développer la joie. Parce que quand on est hypersensible, on pourrait aussi être particulièrement joyeux. Hein. Oui, c'est vrai. Ça dépend, je pense, du milieu dans lequel aussi on évolue. Et de ce qu'on a dû traverser aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai. Après, bon, je suis peut-être aussi un cas particulier parce que j'ai un cas de stress post-traumatique, donc c'est sûr que ça rajoute peut-être à la peur est amplifiée. Mais en tout cas, depuis que je suis petite, j'ai quand même ce problème d'hypersensibilité que j'essaye aussi d'utiliser. Par exemple, je peux écouter des gens et bien comprendre, je crois. On me le dit souvent que je suis a priori plutôt à l'écoute. Oui, voilà, ça serait le penchant positif. De l'hypersensibilité. Oui. Voilà. Je peux vous poser une question oui. Par rapport à votre glande thyroïde. Oui. Comment elle fonctionne? Alors, au départ, on m'avait détecté une hypothyroïdie. Oui. Et puis, on m'avait proposé ces fameux médicaments que je ne citerai pas, que je n'ai pas pris. Et finalement, ça s'est plus ou moins régulé quelque temps. Et effectivement, là, je pense que ça se oui, voilà. Donc, c'est lié. Donc, ça, c'est lié à votre hypersensibilité. Et inversement, le dysfonctionnement de la glande va entraîner une hypersensibilité. Vous m'avez parlé de sensibilité au bruit, à la lumière. C'est ce qui m'a fait penser tout de suite à votre glande thyroïde qu'il faudrait rééquilibrer. Alors, en tant qu'énergéticien, c'est l'énergie de la glande qu'il faut rééquilibrer. Il faut savoir que des personnes amputées donc de la glande, il n'y a pas que l'amputation des membres qui entraîne ce qu'on appelle des sensations fantômes, ont encore cette sensation par rapport à cette glande qui a disparu. Et c'est l'énergie de la glande qui est plus importante que, je dirais, la matière. C'est ce qu'on appelle les chakras. Vous entendez parler de chakras. Le chakra de la glande thyroïde, c'est le 5e chakra. C'est la glande qui a cette fonction de communication, alors verbale, puisqu'elle est située dans la gorge, mais de communication entre les endocrines. Donc c'est très important d'avoir une thyroïde équilibrée. Il existe pour ça des appareils d'ondes magnétiques pulsées, dont je vais citer l'inventeur qui s'appelle Jean Duchazot, qui a repris les travaux du docteur Gauthier, qui est toujours en activité, Jean Duchazot. Vous pouvez trouver ses coordonnées sur Internet, et qui a développé, cette machine est utilisée par un grand nombre de thérapeutes pour rééquilibrer la thyroïde, l'acupuncture, et puis le travail qu'on fait, nous, en bioénergie, pour rééquilibrer le système endocrinien au niveau vibratoire. Déjà, si vous réglez et rééquilibrez votre thyroïde, vous verrez que votre comportement va changer. Ça, j'en suis sûr. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas envie de passer par les... Non, je parle pas de médicaments. Moi, je pratique une thérapie non médicamenteuse. Ce qui ne veut pas dire que je rejette l'allopathie. D'accord ? Elle a ses vertus. Mais on peut aussi travailler sur les organes avec d'autres pratiques. La médecine chinoise, on en parlait tout à l'heure, qui sont des pratiques énergétiques. Il faut savoir qu'avant d'être de la matière, le corps humain, c'est un corps énergétique. Et c'est pour ça qu'il existe. Les bases de la physique quantique nous expliquent que l'énergie crée la matière. La matière n'est qu'un condensé d'énergie, en fin de compte. Et si le corps physique est malade, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, c'est parce que en amont, le corps énergétique est déséquilibré. Les ondes, les champs vibratoires sont déséquilibrés. Et c'est ce qui entraîne un dysfonctionnement de la cellule. Donc si on revient à la base énergétique et qu'on arrive à rééquilibrer ce champ, la matière suit et la cellule se remet à fonctionner, l'organe, etc. Est-ce que j'ai été clair ? Oui, très clair, très clair. Maintenant, il faut que je trouve les bonnes personnes. Vous habitez où ? J'habite dans le sud-ouest. Je vais vous donner une adresse mail, mais regardez sur Internet, vous trouverez. Vous êtes où dans le sud-ouest ? Dites-moi. Dans le Gers. Oui, on a formé des gens un peu partout sur la France, au Canada aussi. Et alors, vous allez envoyer, si vous voulez. On va éviter à l'antenne de donner. D'accord, on fera tout à l'heure. Voilà, ok. Pour trouver un bon thérapeute qui puisse aider cette dame. Antenne, on donnera ce qu'il faut à Emma, mais puisqu'on va pas commencer à faire. Oui, d'accord. Évidemment. Mais en tout cas, oui.
déjà, ça vous permettra, Emma, de vous sentir plus équilibrée. Ah, c'est sûr, et plus forte. Si je puis dire, évidemment. Et puis, peut-être aussi apprendre à vous redonner un petit peu plus de joie, hein, Emma, puisqu'on a compris que c'était ça l'énergie positive, l'énergie de vie. Oui, dans le quotidien de tous les jours, vous avec vous-même déjà. Hein. Après, j'entends bien que vous êtes très influencé par ce qui vous entoure, mais quand vous êtes seul avec vous-même, vous pouvez vous faire du bien. Sûrement. Pourquoi vous me répondez sûrement? Bien sûr que oui. Il n'y a pas. Oui. Bien, écoutez, je vous remercie. C'est nous. Merci de votre témoignage, en tout cas. Merci, Emma. Voilà, bon courage. Au revoir. On va faire une petite pause et on va retrouver notre Philippe Renaud, comme tous les vendredis, pour notre Sexy News. Et nous allons parler contraception. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Renaud, nous accueillons Philippe Renaud, voilà, c'est mon Roussel, qui va nous parler de contraception. C'est un cheval de bataille de Philippe, n'est-ce pas? Bonjour Brigitte, oui, et bonjour les auditeurs, et bonjour tout le monde. C'est un cheval de bataille. C'est l'un des éléments qui a le plus transformé la société et transformer la vie des femmes, parce que IVG, contraception, il faut le rappeler, surtout pour les jeunes qui n'en ont pas conscience, ça a moins de 50 ans, et ça a transformé la vie c'est-à-dire ça a permis une existence sociale aux femmes. Actuellement, la contraception est fortement genrée, totalement assurée par les femmes. Ce sont d'ailleurs les femmes qui en assurent aussi les conséquences négatives, l'avortement. Moi, je ne connais pas de contraception masculine, à part le préservatif, mais ça peut être directement une contraception. Pas de contraception masculine. La vasectomie quand même. Oui, voilà, mais je vais vous en parler. Pas de contraception masculine, pas d'avortement masculin. Alors, je veux revenir sur l'histoire de la contraception, qui est très récente, 50, 60 ans. C'est en 1953 que Gregory Pincus va mettre au point la pilule contraceptive. Et alors, quelque chose que j'ai appris parce que je ne le savais pas, Pincus avait découvert au Mexique un légume, une igname, la tête noire, cabeza negra, dont il pouvait extraire la sapogénine, qui est un précurseur de tous les stéroïdes et donc de la progestérone. Et en définitive, la pilule contraceptive est issue de molécules qu'on a extraites, de molécules végétales au départ. Ensuite, ça a été synthétisé pour que ce soit plus simple, ok. La deuxième chose, c'est qu'en 1953, immense opposition aux États-Unis. Il y a les ligues pour la pudeur, il y a les églises qui vont s'acharner contre toute contraception possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a été possible que par des moyens financiers qui lui ont été donnés par une milliardaire américaine lesbienne, qui voyait, parce que la lutte des femmes, c'était la lutte aussi pour l'homosexualité. Et c'est uniquement à ce sujet-là que la contraception a pu se mettre au point. 1965, 5 ans plus tard, elle est autorisée par la Cour suprême aux États-Unis. Autorisée, il va falloir un certain temps. Alors en France... Déjà, il faut un certain temps entre le moment où il la découvre et le moment où elle est autorisée. Où elle est autorisée, mais dans laquelle elle va être effective. Si on regarde en France, 1967, c'est presque au même moment, la loi Neuwirth autorise les contraceptifs. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faut savoir que la contraception a été interdite, et l'Église interdit toujours la contraception. La pub pour le préservatif a été interdite jusque les années SIDA. Hein. C'est ce que j'allais dire. Pardon, en 91, la loi autorise la publicité pour la contraception et les préservatifs. Jusqu'en 91, interdiction de publicité. La contraception est remboursée par la Sécurité sociale en 74, mais on peut dire que la plupart des filles jeunes prennent la contraception en 1980. Dans les années 70, il y en a quelques-unes, mais il y a beaucoup d'opposition. Les jeunes filles doivent en parler à leur mère, qui en parle à la gynécologue. Moi j'ai le souvenir, dans les années 60, et en tout cas en province, lorsqu'on allait acheter un préservatif, la pharmacienne était obligée de le dire à la famille. Mais c'est très intéressant pour les plus jeunes générations qui se rendent compte que tous ces progrès... C'est pas si ancien que ça. C'était il y a 40 ans, 1980. Mais quid de
La contraception masculine. Alors, il y a eu beaucoup d'essais, je ne les récapitule pas, depuis les 30 ou 40 dernières années, il y a eu des essais. On sait que certains ont été freinés. Il y a des forces qui le freinent. C'est très simple, les femmes l'assument, je vois pas pourquoi on ferait ça. Bon, rien de bien tangible. Sur ce plan-là, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais c'est pour ça que je vous donne un petit scoop, c'est pas connu. Vraisemblablement, dans 2 ou 3 ans, il y aura un inhibiteur transitoire de la mobilité des spermatozoïdes. C'est-à-dire qui permet que par ce produit, c'est tout simplement une pilule, qui permettra que, je ne sais pas quelle sera la durée, ça sera peut-être un jour, quelques jours, peut-être plus, les spermatozoïdes n'étant pas mobiles, la contraception se fait naturellement. Mais cela étant dit, Philippe, moi j'entends quand même beaucoup d'hommes qui aimeraient bien avoir la possibilité d'avoir une contraception. Alors, tout à fait. Donc, parce qu'ils n'aimeraient pas être assujettis au désir d'une femme. Oui. Ça arrive un enfant dans le dos, comme on dit. Leur faire un enfant dans le dos, ça se disait. Bon, aujourd'hui, c'est très genré encore et on va pas le dire. Mais j'en viens au fait qui me fait parler de cette chronique. C'est une nouvelle, moi, qui m'a complètement étonné et qui est vraie. C'est le fait que des hommes jeunes, on va dire moins de 30 ans, en France aujourd'hui, assument la contraception masculine par vasectomie avec un cas particulier. C'est depuis qu'on peut congeler son sperme. Et j'ai entendu un homme me dire récemment, j'ai conservé mes gamètes et j'ai libéré ma sexualité. C'est-à-dire que je vais être autonome. À ce moment-là, je ne dépends plus de la contraception d'une femme. C'est quelque chose de très nouveau. Le dépôt de gamètes masculines dans les centres de contraception, le dépôt de sperme et de congélation a explosé ces dernières années. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui le fait multiplier par 100. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça partait de 0 ou très peu. Mais c'est quand même très étonnant que ça devienne une possibilité pour les hommes d'améliorer, parce qu'il y a une amélioration dans l'autre sens de la reperméabilisation. Avant, on ne le faisait pas ou très peu, parce qu'on savait que si je voulais revenir en arrière, enlever une vasectomie, c'était très compliqué. Aujourd'hui, à plus de 80%, les tubes spermatiques, on peut remettre en marche les vésicules séminales. Nouvelle attitude masculine qui apparaît d'assumer la contraception, une contraception safe, j'allais dire, ce traitement pour une sexualité qui sera encore plus libre. Moi, je crois que c'est une nouvelle étape, c'est quand même très nouveau, si ce phénomène se confirme ou se poursuit, vers une libération, vers une nouvelle libération de la sexualité. C'est très intéressant, parce que les slips chauffants, ça marche pas très bien. J'allais poser la question. Ça chauffe. Il vaut mieux aller à la source, et là on va du côté soit des spermatozoïdes, soit effectivement l'intérêt, c'est surtout que la vasectomie est aujourd'hui réversible. Et deuxièmement... cela dit, j'ai plusieurs urologues qui m'ont dit que c'était quand même pas aussi évident que ça, donc prudence quand même. Oui, et disons qu'il y en avait peut-être moins l'habitude, parce que ceux qui le font aujourd'hui, ils disent à plus de 80%, ils y arrivent très bien. Mais la deuxième chose, c'est que ça bénéficie d'un phénomène que l'on voit côté féminin. Je garde mes gamètes si je veux être enceinte un peu plus tard. Oui. Et un homme va avoir le même type d'attitude, c'est-à-dire que là, on sépare vraiment la sexualité de la fécondité. Mais moi, je trouve que bon, c'est une avancée de la science positive, puisqu'après tout, on n'est pas obligé, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une possibilité, en effet, de ne pas risquer de se retrouver père si on n'en a pas envie, et puis quand même de pouvoir le devenir si on en a envie, puisqu'on a c'est une vraie liberté. Voilà. Sachant quand même, encore, précaution, c'est pas si évident que ça, que des spermatozoïdes congelés puissent... la meilleure manière d'avoir des enfants, c'est quand même le coït naturel. Eh bien, pas tout à fait, c'est quand même il y a une nouveauté qui a été... Il y a une méta-analyse qui a montré, maintenant les centres de fécondité fonctionnent comme ça, ils se sont rendus compte que l'implantation d'un œuf fécondé congelé fonctionnait mieux,
bien mieux dans l'implantation que l'œuf fécondé naturel. C'est très étonnant et tous les centres de FIV je me méfie toujours de ces informations-là qui sont... Maintenant, c'est surprenant, mais ça a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, ils ont de meilleurs résultats. Après, c'est pas ce que j'entends non plus tout le temps non plus. Mais bon, après, moi, je préfère aller chez mon maraîcher plutôt que chez Picard. Hein. C'est un choix de vie. Oui, bon. Bah oui, quand même. Quoique chez Picard, ils n'ont pas de spermatozoïdes, je crois pas. Je sais pas, mais enfin, bon, tout est congelé, quoi. C'est une image que nous donne Seymour Bruxelles, qui est en effet assez parlant. Mais écoutez, en tout cas, oui, c'est bien aussi que de toute façon, la liberté de chacun soit possible. Et tant mieux si la contraception peut aussi être masculine. Alors, je souligne quand même l'avantage aussi de cette contraception masculine, c'est qu'il n'y a pas de chimie. On rentre pas dans le cadre de la chimie avec la vasectomie, oui. Oui, avec la vasectomie, c'est ce que je viens d'entendre là, et donc avec tous les dangers aussi de la chimie et du système hormonal déréglé par des années de pilules. Donc pour les femmes, c'est un avantage. Et pour les hommes, il n'y a pas ce danger chimique. C'est possible. Et puis beaucoup de femmes ont des inconvénients de la pilule. Et on cherche... Ça a aussi des avantages, la pilule. Bien sûr. Donc voilà. Mais que chacun fasse comme il a envie, c'est ça que je trouve intéressant dans les avancées actuelles. Et puis il y a une panoplie qui était quand même très asymétrique. Parce que... Oui, mais enfin, c'est pas parce que si on a notre homme qui a pratiqué la vasectomie, si on veut prendre un amant, il vaut peut-être mieux prendre la pilule quand même, hein. Sinon ça va être difficile de lui expliquer pourquoi on s'est retrouvé enceinte. Donc bon, enfin moi je veux pas foutre le bordel dans les couples, mais c'est très vrai, Brigitte, parce que par exemple parmi les grands multipartenaires, alors c'est connu dans le monde gay par exemple, et avec des épidémies de maladies sexuellement transmissibles, c'est connu que les grands multipartenaires se protègent le moins, parce que quelqu'un qui se protège est suspect. Et dans ces milieux-là, si je mets un préservatif, je vais pas m'approcher parce que il est peut-être. Alors que l'autre qui se dit safe, effectivement, souvent il est plus dangereux. On est devant des paradoxes. Et oui, c'est tout le paradoxe de la sexualité. C'est bien connu. Vous travaillez dessus depuis tellement d'années, Philippe Bruno. En tout cas, merci, de ces informations tout à fait toutes chaudes. Merci beaucoup, Philippe Bruno. Puis on peut vous retrouver évidemment dans cette histoire incroyable du sexe, cette bande dessinée formidable qui est maintenant toujours aux éditions Les Arènes. Franck, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Seymour. Bonjour Franck. 3 questions et vous pourrez en poser une après à Seymour. Première question, est-ce que ça vous tenterait, vous, la vasectomie ? Non, pas vraiment. J'y avais jamais réfléchi avant, mais moi je suis né comme ça, j'ai envie de rester comme ça. Eh ben, vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, c'était ma première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme ? Alors, plein de choses sont importantes, mais je trouve que dans le regard, on voit le reflet de l'âme. Donc, les yeux, pour moi, sont très importants. Je suis pas sûre de vous croire, mais j'accepte votre réponse, Franck. Je regarde l'âme de la personne et peut-être éventuellement ses fesses derrière. Après, on verra. Et dernière question, quel a été votre pire échec sexuel, qu'on rit un peu? Mon pire échec sexuel, c'est une panne sexuelle qui est arrivée lors d'un rapport. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais très actif, j'étais en pleine forme sexuellement, j'avais une 30aine d'années, un truc comme ça, et je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'était une partenaire que j'étais avec elle depuis quelques mois, donc ça se passait très bien. Et je sais pas, impossible à rien faire. Elle me dit, oh, attends, tu vas voir, t'as une panne, je vais prendre les choses en main. Elle a fait tout ce qu'elle a pu et il y a rien qui s'est passé. Donc bon, vous en riez aujourd'hui, donc tout va bien. Oui, pas mort d'homme. Et vous pouvez poser une question à Seymour Bruxelles.
Alors bonjour, c'est Moore. Voilà, j'aurais une petite question concernant l'énergétique. Voilà, depuis peu, je me suis mis dans le magnétisme, mais j'ai souvent un manque de confiance en moi. Est-ce que vous avez une technique pour essayer de pallier à ça ou Tout simplement, de sortir du moi. De comprendre que l'énergie, elle circule à travers vous, que ce n'est pas la vôtre. Surtout, n'utilisez pas la vôtre, vous allez vous vider. Oui. Nous sommes tous des récepteurs et des émetteurs, c'est une loi de la nature. Hein. On reçoit de l'énergie, on peut l'émettre et on peut lui donner une direction, donc vers un patient par exemple. Mais surtout, retirez votre moi, retirez votre ego, soyez le plus neutre possible et vous ne prendrez aucun risque et vous ne vous fatiguerez pas. Et l'énergie dont on parle fera son travail et c'est le corps du patient qui vient chercher ce dont il a besoin, où il en a besoin, avec la dose dont il a besoin. Et quand ça marche pas, c'est que le patient ne veut pas. C'est lui qui bloque. D'accord. Vous voyez, vous êtes le vecteur, on l'a dit en même temps, hein, n'est-ce pas? Nous sommes en phase, je vous le dis. N'est-ce pas? Nos énergies fonctionnent bien. Non, vous voyez, Franck, vous n'y êtes pour rien. Si ça marche pas, c'est que le patient n'est pas en mesure de bénéficier de l'énergie qui passe à travers vous. Mais pourtant, s'il vient me voir, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il veut. Ça ne change rien. Vous, votre position, c'est de distribuer la vie, hein, le souffle de vie. On a eu un grand maître en ostéopathie qui s'appelait Rollin Becker et qui disait « Le patient est mon professeur, je suis son élève ». Ce qui veut dire que le corps du patient, c'est lui qui a raison, c'est l'intelligence de la cellule qui doit diriger la séance et moi, je suis à son service. Voilà. Je n'ai aucune volonté, aucun désir. Je vous parle, pendant la séance, je n'ai rien à vouloir. Ça lui appartient, c'est son corps, il en fait ce qu'il veut. Et s'il ne veut pas d'énergie, ce que disait Brigitte, il n'en veut pas, tant pis pour lui. Mais ne vous mettez pas, vous, en tant qu'ego, dans cette histoire. Plus vous vous retirez, et plus la séance... Et vous serez surpris des résultats que vous allez obtenir. Oui, parce que votre neutralité va renvoyer le patient à sa propre histoire. Et quand un patient ne veut pas de l'énergie, c'est que quelque part, il a envie de rester malade. Et c'est son histoire. Il peut en tirer un bénéfice. Hein, on est bien d'accord. C'est bien de rester victime parfois. On s'occupe de moi. Ah, chic alors. C'est des allocs. Non, mais on plaisante, Franck. Mais voyez... Non, je plaisante pas. Moi, j'ai un patient qui m'a dit, mais je vais de mieux en mieux. Mais si je vais mieux, j'aurai plus mes allocations. Ah non, je vous prends. Oui, je dis, reste malade. Hein. Non, mais c'est incroyable d'entendre ça, mais c'est fou. Une mère de famille m'a dit, face à son fils qui allait de mieux en mieux, mais vous pensez qu'il va guérir? Je dis, je souhaite qu'il guérisse, bien sûr. Eh ben oui, mais s'il guérit, il va quitter la maison, il va me quitter, je vais me retrouver toute seule. La mère de famille qui dit ça. Ah non, mais vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai entendu. Un jour, j'écrirai mes mémoires, ce que j'ai entendu en cabinet. Mais hallucinant. Eh oui. Bon, voilà la réponse de Seymour Bruxelles, Franck. Merci en tout cas. On fait une petite pause et c'est Tania qu'on retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Seymour Bruxelles est avec nous. Le livre vient de sortir, il est tout chaud. L'énergie, une force de guérison. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Vous pourrez éventuellement mieux comprendre de quoi on parle aujourd'hui avec Tania maintenant. Bonjour Tania. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Bruxelles. Bonjour Tania. Alors, moi au niveau des énergies, je travaille avec les énergies au niveau des lieux. Et pour on va dire récupérer de l'énergie, vous avez beaucoup parlé de sport aujourd'hui pour différentes raisons. Malheureusement, je n'en fais pas. Et en fait, ma solution pour reprendre de l'énergie, c'est déjà d'être suffisamment ancrée, c'est-à-dire d'essayer de poser mes pensées et de vraiment me poser les choses et de m'ancrer physiquement, on va dire, dans le sol, mentalement. Aussi d'être aligné avec moi-même, justement, parce que le mental, il a tendance à partir dans tous les sens. Donc tout ça, c'est une question de recentrage et de garder, on va dire, une position d'ouverture pour pouvoir percevoir mon environnement, ce qui me correspond et effectivement ce qui me nourrit. Donc voilà un petit peu, je fais beaucoup de respiration aussi, c'est-à-dire que je prends conscience de mes pensées, de mes émotions, mes peurs ou mes agacements, etc. Et j'essaie de me mettre en arrière, en fait, comme si j'avais une position un peu supérieure en arrière pour analyser la chose et pour me dire, on relâche. Et en essayant pas partir dans du mental en réfléchissant,
mais vraiment en me disant attention, là tu réagis comme ça ravive telle ou telle douleur ou voilà des blessures, etc. Et vraiment revenir en recentrage, voilà, ça m'aide, et beaucoup la respiration ventrale, voilà, parce que moi je reconnecte avec mon corps et j'arrive à lâcher, voilà, et plus je le fais, mieux c'est en fait. Tout à fait. Vous avez appris des techniques comme le Qigong, Tai Chi, yoga? Non, j'ai fait différentes formations. Je travaille en géobiologie, Feng Shui. Et du coup, on en parle lors des formations. Il y a aussi une kiné qui m'avait parlé d'une application pour la respiration consciente. Donc, c'était une des premières choses qu'on m'avait indiquées pour me détendre, pour la cohérence cardiaque, etc. Voilà, tout à fait. Oui. Je le faisais, en y croyant, mais naturellement, avec un peu de, pas de méfiance, mais je disais oui, pourquoi pas. Et puis je me suis rendu compte que ça marchait. Et au fil de mes formations, je l'ai de plus en plus développé. Et là maintenant, j'arrive à avoir ce recul qui me permet de récupérer de l'énergie. Ce qui est important, je ne le dis pas pour vous, Tania, puisque visiblement ça marche, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent. Quand on se dit, tiens, pourquoi pas, et qu'on essaye, je crois qu'il faut vraiment quand même jouer le jeu de vraiment essayer. Parce que si on l'essaye en disant, oui, pourquoi pas, il y a peu de chances que ça marche. Il faut que tout notre être, si je puis dire, soit convaincu que ça peut marcher. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de cohérence cardiaque, justement. Voilà, c'est très simple, la cohérence cardiaque. C'est très facile à mettre en place. Vous allez sur Internet, vous tapez EarthMath. C'est une société américaine, enfin une étude américaine qui date des années 90 déjà, et qui a mis au point maintenant une application qu'on peut avoir dans son smartphone, qui mesure le rythme de la respiration. La cohérence cardiaque, c'est, en résumé, c'est la cohérence entre l'encéphale, le cerveau et le cerveau-cœur. On s'est rendu compte que le cœur avait une autonomie, qu'il avait aussi ses capacités personnelles et de non-réponse aux ordres du cerveau. Et la cohérence entre le cerveau et le cerveau-cœur donne un équilibre et améliore tous les systèmes du corps humain. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui a été la réponse et la découverte scientifique, c'est de comprendre que bien respirer, et 90% des gens ne savent pas respirer, ils respirent à l'envers. Il y a beaucoup de gens qui ont le diaphragme un peu bloqué. Oui, terriblement bloqué. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration, c'est un piston. Et 90% des gens pratiquent ce qu'on appelle la respiration inversée, c'est-à-dire par le haut. Vous avez parlé de la respiration ventrale, c'est-à-dire que le diaphragme se baisse à l'inspiration, le ventre gonfle et remonte à l'expiration pour vider les poumons. Ça, c'est la respiration naturelle que pratique le bébé, naturellement. Et ce qui est essentiel à comprendre, excusez-moi, c'est moi, mais je le dis parce que je crois que c'est quelque chose que les gens vont visualiser. Quand vous inspirez, donc vous permettez à votre bassin de libérer des tensions, et puis quand vous expirez, vous permettez aux poumons de s'ouvrir et de se libérer. Et donc, ça libère le corps en quelque sorte. Si le diaphragme est bloqué, si on respire à l'envers, on libère pas le bassin, on libère pas les poumons. Et on crée des tensions, on augmente les tensions. Et on augmente les tensions. Et donc on respire de moins en moins bien, on a des maux de ventre, on est constipé, et j'en passe. Et on n'alimente pas nos cellules en oxygène correctement. C'est ça le drame. Ouais. Et puis c'est vrai que moi au début je savais pas trop, je me disais pourquoi pas, comme on disait tout à l'heure. Et c'est avant un entretien d'embauche en fait. J'étais vraiment... essayer de te calmer, essayer d'être bien, enfin vous voyez, le mental. Oui. Et j'ai dit, allez, par défaut, je vais essayer. Et j'ai mis la main sur le ventre pour pouvoir sentir que je poussais quand j'inspirais. Et là, après, je me suis dit, bah oui, ça marche. Et c'est pas le corps, c'est pas la pensée, qui rééquilibre le corps. C'est le corps se rééquilibre de lui-même par la respiration. Là, vous pouvez utiliser toutes les pensées que vous voulez, ça suffira pas. Alors que quand quelqu'un, et les patients, je leur apprends à respirer. Quand quelqu'un est en crise d'angoisse, la meilleure chose, c'est justement de respirer et non pas d'aller chercher des pensées qui n'auront pas d'utilité à ce moment-là de toute façon. Mais par la respiration, on peut calmer rapidement une crise d'angoisse, sans médicaments. Tout à fait. Et là, je respire par le ventre. Eh bien, continuez, c'est bien, Tania, vous êtes sur la bonne voie. La cohérence cardiaque, c'est formidable, ça. Exactement. Eh ben merci Tania de ce témoignage qui montre que ça marche. C'est pas que dans les livres, ça marche. Ah non, c'est prouvé scientifiquement. Mais bien sûr, mais je sais bien. D'ailleurs, on a prouvé maintenant grâce aux neurosciences beaucoup de choses sur sur le rapport au corps, à la respiration et au cerveau. Merci en tout cas Tania. Alors on va continuer évidemment dans cette deuxième heure à évoquer cette énergie, cette force de guérison, et vous pouvez nous rejoindre aux
0826 300 300 si vous désirez en parler avec Seymour, si vous avez des questions à lui poser pour aller mieux justement. N'hésitez pas. Et puis voilà la petite devinette du jour. Pourquoi Jésus-Christ a pardonné à la femme adultère? Seymour Bruxelles, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Réfléchir. Et pour réfléchir et pour peut-être me donner une réponse qui sera peut-être plus drôle que celle que j'ai d'ailleurs avec vous. C'est possible, on ne sait jamais. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Seymour Bruxelles, ostéopathe, également bioénergéticien et auteur de ce dernier ouvrage qui vient de sortir, L'énergie, une force de guérison, qui est sorti donc aux éditions Le Courrier du Livre, que justement nous parlons de cette énergie qui est en nous et qu'on ne laisse pas toujours bien circuler et que bien sûr cela provoque des problèmes de santé, de bien-être. Donc on va vous permettre encore dans cette deuxième heure à faire circuler votre énergie. Avant de donner la parole à Karine, je voudrais la réponse à cette devinette. Pourquoi Jésus-Christ a pardonné à la femme adultère? Parce qu'il a écouté la chanson de Georges Brassens, Ne jetons pas la pierre à la femme adultère. N'est-ce pas? Non, c'est tout simplement parce que c'était pas la sienne. Elle est pas mal. Ah, elle est sympa. Elle est sympa. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte et bonjour Seymour. Bonjour Karine. Je suis très très contente, Seymour, je vous adore. J'adore Brigitte aussi. Je ne suis pas jalouse, vous pouvez adorer Seymour. C'est un ami de longue date. Alors, entre nous, il n'y a pas de jalousie. Hein. Non. Et alors, vous connaissez Seymour, donc vous connaissez son travail. Oui. J'ai lu un des livres qu'il a écrit avec le docteur Meyer, Rodolphe. Le corps autoguérisseur. Enfin bon, voilà, je m'étais même à un moment donné positionnée pour m'inscrire à la formation, mais avec le Covid, il y a eu des décalages dans les dates. Du coup, voilà. Donc j'ai fait autre chose après, mais c'est pas perdu, hein. Vous pouvez venir quand vous voulez. Non, c'est pas perdu. Donc ça vous parle, cette énergie qui est en nous. Oui. Au long de mon parcours, je me suis formée à différents outils. Et puis, j'ai une ressource incroyable d'énergie. Je suis très, très à l'écoute de tout ça. Voilà, je suis émue. Oui, donc vous êtes bien dans votre corps, j'imagine. Vous êtes... Oui, bon... Pas toujours. Après, on n'est pas toujours au sommet non plus de. Non, mais attendez, on peut. C'est pas parce qu'on travaille son énergie qu'on n'est jamais malade non plus. Hein. C'est pas magique. Hein. Dans les événements de la vie, on peut pas passer au travers. Il y a des événements, même si on est bien équilibré et qu'on travaille bien sur son corps et sur son mental. Et effectivement, on vit pas dans un monde assez neutre. Non, c'est sûr. Mais j'ai de la ressource du coup et des clés qui me permettent de rebondir un peu plus rapidement. Voilà, une écoute, une sensibilité aussi à mon corps. Je pratique beaucoup la visualisation pour faire un peu circuler l'énergie. Quand j'ai mal quelque part, je vous donne un exemple. Par exemple, à une dent, une gencive ou la douleur, je vais venir un petit peu intérioriser, me mettre à l'intérieur de moi et puis faire circuler un courant d'énergie qui va venir soulager comme une couleur. Quelque part, je viens déplacer, je viens mettre un mouvement, j'y mets de la couleur ou bien de la lumière et je viens mettre aussi parfois un sourire dans le cœur ou sur les organes. Je remercie aussi mon corps de bien fonctionner. Comment ça marche, ça, justement, ce que dit Karine, la visualisation, Ça permet à l'énergie de circuler. La pensée, c'est de l'énergie. Une pensée, c'est immédiatement de la chimie. Une pensée, on parlait tout à l'heure d'un stress, une pensée de peur, ça va tout de suite déclencher le cortisol, l'adrénaline, tout de suite il y a des hormones. Si on arrive à diriger ces pensées vers, au contraire, l'apaisement et la guérison, on va déclencher en chimie la fabrication des endorphines. Et les endorphines, on va apaiser la douleur, par exemple. Voilà.
Donc c'est comme ça que ça marche. Hein. La pensée, c'est de l'énergie qui va déclencher sur les glandes endocrines une fabrication d'hormones qui vont nous apaiser. On a remarqué quand un enfant vient de se cogner et qu'il pleure, si la mère ou le père pose la main sur par exemple le genou qui s'est cogné, l'enfant déjà a moins mal. Oui, hein, parce qu'on active la circulation d'énergie et la circulation des liquides. Faut savoir qu'un choc justement va compresser les tissus qui ont été impactés. Un tissu qui se tend, ça sèche. Lorsqu'on met la main dessus et qu'on apporte de la chaleur et de l'énergie, les liquides se remettent à circuler, à irriguer le tissu qui va se détendre et permettre à la douleur de s'apaiser. D'où la nécessité aussi de toucher son corps là où il a mal, finalement. Bien sûr. Soi-même déjà. Soi-même, on le fait instinctivement, ça, d'ailleurs. Pas tout le monde. Hein. Enfin, Karine, certainement, hein, j'imagine. Et puis c'est pour moi, à mon sens, mais c'est simplement de l'attention, de l'attention et de l'intention qu'on vient y mettre. On vient être à l'écoute. Et c'est ça aussi qui fait beaucoup, je pense. Les bouddhistes disent l'attention guérit. Oui. L'attention guérit. D'ailleurs, c'était le titre d'un de mes livres sur lequel justement je démontrais pourquoi l'attention guérit, et c'est les mécanismes qu'on vient de résumer là, rapidement, mais on est tout à fait d'accord. L'attention, c'est de l'énergie. Porter de l'attention en physique, on va en reprendre encore un des principes de la physique moderne, la physique quantique. Lorsqu'on observe une particule, elle se transforme. C'est-à-dire qu'on lui donne de l'attention et on la localise dans l'espace, et donc on lui donne de l'énergie. Tout ça, c'est scientifiquement démontré. L'attention guérit. Tout ce qui a été fait sur les travaux au niveau de l'eau. Par exemple, vous parlez des motos. Une information. Oui. Une information. Et toute énergie, toute est information. Mais je crois qu'on a encore trop tendance dans notre monde occidental à croire que notre moi, notre petit moi, il est comme ça, il est stable, il est définitivement construit et qu'il faut surtout rien changer dans nos habitudes, etc. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que chaque rencontre, même professionnelle d'ailleurs, chaque rencontre modifie notre moi parce que il y a ce désir mimétique qu'a démontré René Girard. Les neurosciences l'ont largement démontré aussi. Donc forcément, tout ce qu'on traverse, que ce soit des événements, des gens, tout l'environnement, tout notre environnement peut nous modifier. Tout nous modifie. Donc forcément, plus on va être attentif, pour revenir sur le thème d'attention à ce qui se passe en nous, plus on a des chances de rééquilibrer quand il y a quelque chose qui... C'est l'adaptation, ça s'appelle. Toute rencontre, puisque vous parlez des rencontres, va demander une adaptation. Et l'intelligence, c'est justement la capacité d'adaptation. Et on a du mal. Je crois que l'humanité, elle a vraiment du mal à s'adapter aujourd'hui face à toutes les transformations que l'on subit. Le monde aujourd'hui bouge énormément, c'est vrai. Quelle est la capacité d'adaptation ? C'est bien ce que je suis en train de dire. C'est que là, on voit bien à quel point beaucoup de gens ont du mal à s'adapter parce que tout bouge de manière très rapide et très violente. Et très énormément. Oui, parce que l'homme, en règle générale, l'être humain s'adapte à tout, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai que là, c'est mis à rude épreuve et... c'est-à-dire que l'être humain s'est adapté avec des millions, des milliers d'années. Sur des tranches très rapide. En 25 ans, c'est assez étonnant quand même tout ce qui bouge. Et c'est à mon avis que le début. Bien sûr. Et les bouddhistes disent aussi qu'il n'y a que l'impermanence qui soit permanente. Oui, ça c'est sûr. Tous les changements. Et c'est ça. Et on n'est jamais le même d'une seconde à l'autre. De toute façon, au niveau des cellules, au niveau de tout, il faut bien se dire une chose, on n'est pas le même. Là, je ne suis pas la même. Non, on s'en est rendu compte depuis qu'on vous parle. Vous avez changé déjà. On n'est pas les mêmes qu'il y a 5 minutes. Voilà. Si on peut aller aussi loin que ça. Mais bon, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'énergie, celle qui est palpable, celle qu'on ressent, celle qui vibre en nous, qui est plus facilement accessible à chacun et qu'on peut facilement mieux entrevoir, c'est celle dans laquelle on se sent. Comment je me sens aujourd'hui ? J'ai plein d'énergie ou je suis complètement atone. Moi, je peux dire que j'ai un puissant fond d'énergie, mais finalement, j'ai remarqué que aussi vite, je peux aller très haut et être endurante, que s'il y a un petit coup, ça peut vite dégringoler. Mais bon, ça remonte assez rapidement. C'est assez résilient chez moi, mais je pense peut-être que ceux qui sont dotés d'une très forte énergie,
peuvent peut-être chuter un peu plus vite que d'autres. Enfin, moi, je ressens beaucoup d'instabilité. C'est un peu plus difficile à tenir stable. Bon, voilà. C'est clair. Oui, vous êtes peut-être hyper émotive, donc très assez vite déstabilisée par ce qui vous entoure. C'est peut-être très fluctuant chez vous. Oui. Il faut savoir que l'émotion, puisqu'on a pas mal parlé d'émotion, l'émotion, et nous sommes des êtres d'émotion. L'émotion précède la pensée. Ça aussi, c'est calculé. L'émotion va plus vite que la pensée. Donc, nous sommes dirigés par nos émotions. On voit une araignée, si j'ai un programme, hélas, en moi, peur des araignées, j'ai beau me dire tout ce que je veux, la vision de l'araignée va déclencher l'émotion et va déclencher aussi tout un système dans mon corps. On peut raisonner, se dire, bon, je me calme parce que ce n'est qu'une araignée, mais forcément, il y aura l'émotion. Mais vous savez, Karine, moi j'aime beaucoup l'astrologie pour ça. Si vous avez beaucoup de planètes dans votre thème en eau, forcément, vous êtes quelqu'un qui reçoit beaucoup les émotions des autres, qui absorbe beaucoup les émotions des autres, et donc forcément, vous êtes plus à même d'être obligé de vous ressourcer, parce que vous êtes un petit peu éponge, vous voyez, par exemple. Oui, oui. Alors moins qu'avant, parce que c'est ça chez vous. Oui, oui. Et puis ça s'apprend, mais je connais pas mes planètes. Par contre, je sais juste mon signe. Étudiez, regardez, vous verrez, c'est assez facile là maintenant alors après, vous faites monter votre thème astral par un site quelconque. Je vais pas faire de pub particulière. Et puis vous regarderez tout ce que vous avez sur le thème en eau, c'est-à-dire en Scorpion, Cancer ou Poisson. Et vous verrez qu'il y a certainement beaucoup de choses en eau. Et donc, c'est un atout, et puis c'est aussi un inconvénient, comme tout. Si on a beaucoup de feu, beaucoup de terre ou beaucoup d'air, c'est pareil, ça a des avantages et des inconvénients. Mais le tout, c'est de savoir et de faire avec, parce que nos inconvénients, ça pourrait paraître être des difficultés, mais c'est aussi des atouts quand on arrive à les dépasser. Donc, voilà. Il n'y a rien de mauvais. Non. Non, tout dépend est ce qu'on dans en fait. l'équilibre. Voilà. Voilà, c'est merveilleux. La vie est belle. On termine la semaine en beauté grâce à vous. Grâce à Seymour Bruxelles, j'ai bien compris. Non, grâce à vous deux, Brigitte. Mais je plaisante. Merci. Un duo, nous formons un duo. Elles sont formidables, vos émissions, et vos invités sont vraiment extraordinaires. C'est à chaque fois. Ils sont choisis, testés. Triés sur le volet. Et merci Karine, merci beaucoup. Au revoir. Merci, bon week-end. Et dans un instant, nous allons nous envoler, puisque nous allons rêver avec Ahmed qui va nous raconter son rêve, que nous allons gentiment interpréter, parce que évidemment, on ne peut pas interpréter le rêve de quelqu'un d'autre, on peut juste le guider. On se retrouve dans un instant. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Seymour Bruxelles, je ne sais pas si vous êtes assez adepte des rêves. Non. Je n'y connais pas grand-chose. Et lorsque j'ai lu Jung à l'époque, et qu'il a dit, écoutez, débrouillez-vous. Il a dit à ses élèves, de toute façon, il n'y a pas de règles. Bien sûr qu'il n'y a pas de règles. Donc chaque rêve et chaque personne a ses symboles. Et débrouillez-vous avec votre patient. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire là. Voilà. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte, bonjour Seymour. Bonjour Ahmed. Eh bien, on vous écoute alors. Allez-y, déjà racontez-nous votre rêve qui semble-t-il, est assez ancien. Hein. C'est ça, c'est un vieux rêve qui m'a toujours perturbé, mais que je vais vous rapporter, qui est à la limite entre le cauchemar et le rêve, puisque c'était pas spécialement agréable. Vous aviez quel âge quand vous avez fait ce rêve, à peu près? Alors là, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Je devais avoir une trentaine d'années, et pourtant il me restait à mon esprit, alors que je pense que depuis j'avais fait pas mal d'autres rêves, mais celui-ci particulièrement, il m'a toujours un petit peu perturbé, parce qu'il a été tellement intense que je vais vous le raconter. Allez-y. L'histoire a été simple. Enfin, je me rappelle pas exactement, donc surtout des tenants et aboutissants. Oui. Ouais, mais par contre, je me souvenais que j'étais dans une situation hostile. J'étais au moment d'une altercation avec quelqu'un qui était dans sa voiture, et au moment où la personne sort de sa voiture, elle sort avec un gros poignard, mais un gros poignard de cuisine, elle est énorme, et elle m'éventre. Et
je sens, ce qui m'avait le plus choqué, c'est que, encore aujourd'hui d'ailleurs, j'avais ressenti la froideur de la lame dans mon corps. Et ma réaction, elle était bizarre à ce moment-là, c'est que je savais que j'étais en train de mourir et que j'allais mourir d'ailleurs. Et pourtant, je riais, mais je riais avec force et comme si j'étais invulnérable. Et toute cette situation, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu perturbé, qui m'avait toujours étonné d'avoir pu ressentir autant. Autant le rêve, il peut paraître un petit peu illusoire, mais là, c'était vraiment physique. Oui, vous l'avez vécu dans votre chair, quelque part, hein, ce rêve. Ah ouais, complètement. C'est un homme qui sort de la voiture ? Ouais, c'était une personne que je connaissais, hein, je ne me rappelle plus qui exactement, mais je sais que c'était quelqu'un avec qui, c'était pas une entité que je connais pas ou quoi que ce soit. Non, c'était quelqu'un avec qui je me retrouvais en altercation et là, la personne donc sort du véhicule et me poignarde. Je sens le froid dans mon corps et ce qui est étonnant, c'est que je sais que je meurs, mais en même temps, je ris, mais je ris avec force en plus. Est-ce que, alors je sais pas, hein, c'est ce qui me vient, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas bon. Est-ce qu'il y avait à ce moment-là une femme qui aurait pu être enceinte ou qui était enceinte ou quelque chose de cet ordre-là ? Ouais, il y a 30 ans, ou il y a peut-être un peu plus, j'avais une fille, j'avais la mère de ma fille qui devait être enceinte, mais je ne sais pas si c'était vraiment à cette époque-là exactement. C'était dans Attendez, ces la mère années-là. la mère de votre fille, c'est-à-dire votre compagne, donc. Oui, on est séparés depuis longtemps, mais à cette époque-là, ça correspondait à cette époque-là. Mais est-ce qu'elle avait accouché ou est-ce que ma fille était née ou je pense pas que ma fille était née en plus. Oui, ça devait. Elle était donc enceinte, hein, c'est ça? Dans ces eaux-là, je peux pas vous dire exactement si c'était. C'était dans cette époque-là, oui, ça remonte à quelques années. Ouais. Et vous n'étiez pas forcément d'accord pour avoir cet enfant au départ? Non, au contraire, il n'y avait pas de souci, je savais que... Non, c'était une... Non, il n'y avait pas de... Non, ma fille était une fille désirée et attendue, non. D'accord. Ouais. Ah oui, mais vous étiez... Et est-ce que vous étiez en conflit avec elle à ce moment-là? Avec la mère de ma fille? Oui. Non. À cette époque-là, non. Je l'ai été après, de façon assez houleuse même, mais... Pas au moment du rêve, hein. Non, à ce moment-là, non, au contraire, on vivait le plein amour. Après, par contre, c'est vrai que j'avais une vie qui était assez... je travaillais à la discothèque, j'avais une vie qui était assez virulente, ce qui veut dire que je pouvais... ce type d'altercation, pas au couteau, mais physique, c'était fréquent, quoi. D'accord, donc... Après, peut-être que on pouvait imaginer un parallèle entre mes activités professionnelles et on pouvait, mais bon... Bon, parce que si vous voulez, symboliquement, ce couteau qui pourrait être un pénis qui donc rentre dans un ventre, qui pourrait être le symbole de la grossesse. Enfin voilà, c'est des images comme ça que je vous donne, mais peut-être qu'il y avait à la fois, peut-être à ce moment-là, c'est une autre interprétation, hein, mais encore une fois, s'il faut que ça vous parle, hein, moi je ne fais qu'interpréter. J'entends bien, ça pourrait être une époque où en effet, vous risquiez quand même d'être agressé, etc. Et vous alliez devenir père, et donc c'est pas très raisonnable de prendre ces risques-là quand on va devenir papa, si c'est un enfant désiré. Donc à ce moment-là, le rêve, il faut l'interpréter autrement, vous voyez. Parce que la voiture, c'est souvent le symbole de son chemin de vie, hein, et quelque part, vous sortez pour voyez, voilà les associations qu'on pourrait faire dans ce que vous me donnez comme élément. Oui, mais c'est comme ça. C'est une vision que j'accepte, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais en effet, ça peut on peut dire que ça tient la route. Le fait que... Oui, ça tient la route. Le fait qu'en effet, c'était des avertissements pour me dire le métier que je fais, il n'est peut-être pas en accord avec, le fait d'être avec papa. La vie familiale qui m'attend, quoi. C'est voilà, ça, c'est et possible. que cette douleur que vous ressentez dans le ventre, quelque part, c'est presque une empathie vis-à-vis de votre femme. Enfin, vous voyez. Mais après, vous éclatez de rire.
rire, vous avez dit. Ouais. Mais, Oui. Mais oui, parce que quelque part. Je rigole souvent. Ouais, c'est ça, c'est votre caractère. Et puis c'est une, manière aussi de ne pas prendre cet avertissement du rêve comme au sérieux, parce qu'au fond, de toute façon, vous n'avez pas l'intention de changer quoi que ce soit. Non. Et vous n'avez certainement rien changé. Il y a quelques années, il ne m'a pas perturbé, je veux dire, non, il mais est resté dans mon esprit. Mais quand on a 30 ans, on vit, hein, et puis voilà. Mais voyez, je pense que parce que cet homme qui sort de la voiture, c'est certainement vous, parce que dans les rêves, on est souvent les personnages. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, ça a l'air de tenir à peu près la route, hein, mais de toute façon, les rêves, on sait que c'est complexe. Totalement, oui. Et ça va peut-être vous permettre de vivre en paix avec ce rêve qui vous a un petit peu inquiété. Il m'a un petit peu perturbé. C'était surtout la sensation du physique. C'était pas tellement ce qui m'a le plus perturbé, c'était pas tellement le fait que ce soit le rêve en lui-même, c'est le fait de l'avoir vécu dans ma chair. C'est ça qui m'avait le plus étonné. Mais c'est la première image qui m'est venue, c'était quand même l'idée d'une femme enceinte ou quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'elle était, votre femme était à ce moment-là en train de porter votre enfant. Donc vous voyez, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Vous deviez peut-être, sans vous en rendre compte, mais inconsciemment, vous dire que quand même vous risquez, vous deviez peut-être être plus là pour votre femme, quoi. C'est possible, oui, complètement. Voilà, c'est bon. Écoutez, on va faire comme ça. Hein. Ouais. Oui. Sinon, il faut vous allonger 20 ans sur un divan et puis vous avancerez peut-être un petit peu plus. Complètement. Merci. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention. Et puis, merci à Seymour, surtout. Là, je vous ai aidé. Alors là, c'est. Mais je l'avais dit en préambule, hein. Moi, c'est pas. Non, mais c'est pas mon truc. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Merci, Ahmed. On va faire une petite pause et on va se retrouver avec ce Love Conseil qui m'est venu à cause de l'émission hier, parce que on parlait de rancœur et je ne sais pas pourquoi à un moment donné on a parlé du goût de la rancœur un peu rance, ça m'est venu avec le goût du sperme, et c'est donc le Love Conseil d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a je peux pas vous aider. Hein. Il y a un suivi dans nos émissions. Encore une fois, j'arrive pas à vous aider. On en parle dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Seymour Broussel, j'ai compris que là encore, je ne pouvais pas compter sur vous. Le goût du sperme, je suis un peu... Non, vous savez, je vais goûter... Bon, écoutez, il ne faut pas mourir idiot. Hein. Ce soir, j'ai goûté le mien. Hein, s'il vous plaît, oui. Bon, bref, c'est un vaste débat. Et bien, pour ce Love Conseil, je me suis donc renseignée auprès de quelques copines qui aiment avaler. Alors donc, bien sûr, ce n'est pas des données totalement scientifiques, mais bon. Donc, le sperme contient du fructose, contient environ 6 calories, donc ça ne fait pas grossir, hein. Il paraît même que ça fait un peu maigrir. Oui. Il y a de nombreuses vitamines, d'où sa réputation de guérir les angines. Vous savez que quand on a mal à la gorge... on appelle ça du jus de cordon. Voilà, et moi je n'ai jamais mal à la gorge, hein. Je n'en déduis rien. Alors évidemment, nos saveurs intimes varient en effet en fonction de notre alimentation, et on va en parler dans un instant. Donc le sperme n'échappe pas à la règle. Les fruits qui le rendent plus agréable au goût, ce sont plutôt les fruits sucrés. Donc, et ce qu'il faut surtout éviter, il paraît, c'est les asperges. J'allais poser la question. Ça, c'est terrible. Ah oui, il paraît que c'est horrible, le goût du sperme. Déjà dans l'urine, c'est incroyable ce phénomène. Ouais. Alors il faut pas attention à l'ail aussi, mais enfin ça l'ail quand on a envie de faire l'amour, c'est pas conseillé non plus. Les brocolis et les mets trop salés. La viande rouge le rendrait plus épais, mais je reste sceptique sur ce point. Enfin, les alcools ont tendance à le rendre plus amer. Et ben le tabac c'est pas terrible non plus. Voilà une bonne raison, messieurs, pour arrêter de fumer. Petite astuce pour celles qui acceptent d'avaler mais qui ne tiennent pas trop à goûter, eh bien il faut avaler de préférence d'un seul coup en évitant le plus possible de laisser le sperme se répandre sur la bouche, dans la bouche et évidemment sur la langue, forcément. Ça paraît évident, mais parfois c'est bien de le préciser. Voilà. Nous allons justement en parler de l'homme avec Céline Causse qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste et sexologue. Et vous êtes l'auteur de ce livre, La sexualité masculine dans tous ses états. Ça vient de sortir aux éditions Fayard. Vous aviez sorti l'année dernière la version féminine. Fait, ouais. Et là, c'est la version masculine. Alors justement, je crois qu'il y a je sais plus, mais il y a un passage dans votre livre où vous parlez du goût du sperme, il me semble. Ah oui, je parle de tout. Donc voilà, les aliments qui altèrent le goût du sperme. Tout à fait, ouais. Et en effet, il y a les asperges, le brocoli, l'ail, la viande rouge. Donc ça va, je suis pas mauvaise. La cigarette, il y a du métier, hein. Le café, tiens. Vous buvez beaucoup de café, c'est moi, Bruxelles, attention. Non. Les choux de Bruxelles, bon, voilà. Donc ça, et donc voilà. Donc c'est un livre très complet. Je crois que, j'ai essayé de regarder, mais j'ai pas vu de choses que vous auriez oubliées. J'espère. J'ai essayé de faire un panorama complet. Et ce qui est pas mal, c'est qu'à la fin de chaque la seule chose dont j'ai pas parlé quand même, c'est de l'homosexualité, donc la sexualité entre hommes. Je trouvais que c'était quelque chose qui méritait un livre à part entière, donc j'ai fait le choix de pas en parler, alors que j'en avais parlé dans la sexualité féminine. J'avais parlé de la sexualité entre femmes. Là, j'ai fait le choix volontaire de ne pas parler de la sexualité entre hommes. Vous pensez que la sexualité entre hommes est plus différente que la sexualité hétéro par rapport aux lesbiennes? Enfin, je veux dire, chez les gays, c'est plus... D'abord, il y a plus de sexe entre gays qu'entre lesbiennes. Oui. Non, c'est-à-dire que je pense que les hommes homosexuels, ils vont aller moins rechercher dans un livre de quoi... Ça, vous avez raison. Ça, voilà, c'est ils évident. vont moins aller le rechercher dans un livre, alors que les femmes vont spontanément beaucoup plus aller le rechercher dans un livre. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense que les femmes sont plus actuellement avides de comprendre leur sexualité que les hommes. Tout à fait. Ce livre risque de marcher moins bien, désolé de vous l'apprendre. Non, je ne suis pas sûre en fait. On verra, on en reparle. Non, parce qu'en fait, les hommes sont de plus en plus conscients que leur sexualité n'est pas seulement mécanique et qu'elle est tout autant dans la tête que celle des femmes. On voit aujourd'hui les chiffres apparaître de la simulation chez les hommes qui sont quasiment les mêmes que chez les femmes. On voit apparaître le fait que l'orgasme chez les hommes n'est pas systématique. Il y a plein d'hommes qui n'ont pas un orgasme à chaque éjaculation ou à chaque rapport. Ça, c'est des choses dont on n'entendait jamais parler. C'est vrai. Donc, je pense que sauf ici. Oui, je l'ai entendu ici. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Oui, non, mais ça fait longtemps que je parle de tout ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à se dire. Bon, alors il y a tout pratiquement quand même. Et alors il y a aussi beaucoup de choses très intéressante. Par exemple, vous dites les positions à privilégier pour les petits pénis, et puis il y a même des photos. C'est des dessins. Ce sont des dessins originaux. Ça ressemble à des photos. Oui, et ce sont des dessins originaux, au crayon papier. Donc vous avez, vraiment, je crois que tout est à peu près abordé. On sait aussi l'importance de comprendre comment fonctionne l'érection, notamment pour ne pas dramatiser la première panne. Hein. Tout à fait, oui, bien sûr. Et puis, il faut faire attention aussi à tout ce qui est chez les jeunes, l'angoisse de performance qu'on l'on voit arriver là, chez les tout jeunes, là, des patients, des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui viennent consulter parce qu'ils ont des pannes à répétition, parce qu'ils se mettent la pression vis-à-vis de leurs copines. Et ils ont envie de faire bien. Enfin, les hommes ont envie de faire bien, ils ont envie de donner du plaisir à leur partenaire. Et ils se retrouvent bien embêtés, en fait, avec leur trouble de l'érection. Donc, ils viennent consulter pour ça. On ne le voyait pas, ça, il y a 5-10 ans. C'était pas... Les hommes viennent plus consulter, en tout cas. Une psy disait que le fait, pour les jeunes, de découvrir la sexualité à travers les films porno, ça les troublait parce qu'ils voyaient des mecs qui étaient en érection pendant des heures. C'est ça, parce qu'ils oublient qu'il y a un montage, quoi. Mais voilà. Non, mais c'était sa théorie, hein, c'est qu'ils voulaient faire pareil, mais sans produit, sans la chimie, sans le montage, comme vous dites, et que leur référence, c'était ça, c'était les étalons qu'ils voyaient sur les films, et ils veulent correspondre à ça sans en avoir les moyens. Ouais. Mais je pense que... a priori, ils sont pas si dupes que ça, quand même, les jeunes. Je pense que ce qui aggrave actuellement, ce que la pornographie aggrave actuellement, c'est d'abord parce qu'ils voient de plus en plus jeunes et ils voient surtout seuls. Avant, à mon époque, ils se volaient une vidéo chez un des parents et puis ils regardaient ensemble, donc ils en riaient, etc. Là, ils voient ça d'abord trop tôt et un peu seul, et des images évidemment beaucoup plus hard que ce qu'était la pornographie. Et c'est vrai qu'on en parlait mercredi d'ailleurs dans l'émission. Il faut préparer nos jeunes en amont.
Je dis souvent à 7-8 ans. Hein, il faut les préparer très jeunes, parce qu'en fait, il y a un moment donné où ils ne veulent plus qu'on leur parle de sexualité. Quand l'adolescence a commencé, en tant que parents en tout cas, ils ne veulent plus qu'on leur en parle. Donc il faut en parler très tôt. Alors pas de sexualité pornographique, etc. Mais il faut les éduquer très tôt quand même. Parce qu'il y a un moment donné où la plupart refusent toute communication sur le sujet. Puis ça revient plus tard, à la fin de l'adolescence, vers 16-17 ans. Mais entre 12-16 ans, là c'est un âge donc c'est mieux d'avoir évoqué la pornographie en amont, parce que comme ça au moins... Mais excusez-moi, vous dites... par rapport aux parents, c'est en parler avec les parents qui les gênent. Parler de sexe, oui. Les enfants. Non, mais c'est en parler avec une autre personne. Ah oui. Alors après une autre personne. Mais, voilà, mais les parents, ça gêne toujours. À l'école, il n'y a pas d'éducation à la sexualité, ou alors l'éducation à la sexualité, c'est uniquement une éducation préventive contre les MST. Donc on ne parle pas de plaisir sexuel. Donc après, ça devient difficile pour eux de trouver les interlocuteurs. Mais là, aujourd'hui, il y a Insta, il y a TikTok, il y a tout ça, et c'est beaucoup à la sexualité avec les comptes TikTok et Insta d'influenceuses. Voilà. Vraiment beaucoup. Donc c'est important ça c'est pas le propos du livre, puisque vous parlez vraiment de la sexualité adulte, évidemment. Oui, vous parlez du périnée. C'est vrai que c'est quelque chose que les hommes connaissent assez peu. Déjà les femmes le connaissent pas tous, mais alors les hommes ont tendance à complètement ignorer. Et pourtant ça aussi c'est important pour les hommes. C'est fondamental. Alors on sait vraiment que la musculation du périnée chez l'homme améliore l'érection, la durée de l'érection, la qualité de l'érection, ça permet de mieux contrôler son éjaculation. Donc les hommes doivent tout autant, voire plus que les femmes, muscler leur périnée par des exercices, plusieurs fois par semaine, tout le temps en fait, comme leurs abdos. Ils aiment avoir des bons abdos, qu'ils aient un bon périnée. Mais ça se voit pas. Mais ça se sent. Oui, bien sûr. Et c'est bien aussi, j'imagine, par rapport aux éventuelles fuites urinaires plus tard, même si ça touche moins les hommes que les femmes. Ah oui, ça touche beaucoup moins les hommes que les femmes, parce que les hommes, ils sont plus touchés par l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc ça va plutôt bloquer l'urine que le problème de fuite. Mais les femmes, pour les femmes, oui, évidemment. Alors, ce qui est très bien dans votre livre aussi, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous nous donnez des conseils d'autres livres qui permettent d'aller plus loin si on a envie. En fait, c'est une sorte de petit dictionnaire sur l'homme, tout assez simplement. Exhaustif sur la sexualité masculine. Et alors, ce qu'on ignore aussi, c'est que même pour les hommes, parfois la pénétration, elle peut être douloureuse. C'est plus rare chez les hommes, mais ça existe aussi, et c'est bien de signaler les causes. Tout à fait. Et alors, donc, la pénétration douloureuse, oui, ça peut arriver, et notamment quand on a un frein court, voire un phimosis, et on sous-estime le nombre d'hommes qui, à l'âge adulte, ont un phimosis qui n'a pas été diagnostiqué et qui est diagnostiqué à l'âge de 30-35 ans. C'est vraiment étonnant. Oui. C'est comme les fameuses fuites veineuses chez les très jeunes hommes qui ont des fuites veineuses et qui donc n'arrivent pas à avoir d'érection. C'est peu d'hommes, mais c'est quand même ça ne peut pas passer à côté, Et puis, comment continuer à séduire dans un couple qui dure? Voilà un sujet important, essentiel. Oui, c'est ça. Et vous apportez une réponse? Plutôt, oui. Il y a plein de réponses. Il y a quelques pistes. Plein de réponses. Vous pensez, vous qui écoutez, j'imagine, beaucoup les couples aussi en tant que sexologue, vous pensez que dans les couples, c'est plutôt l'homme qui est responsable que le couple aille moins bien, que le lien s'éloigne? Pas du tout. Moi, je pense que c'est la vie. C'est notre vie professionnelle, c'est notre vie familiale, c'est le fait qu'on n'accorde plus d'importance avec le temps. On n'accorde pas l'importance au couple amoureux qu'on lui a accordé au départ. Et donc on se perd de vue, quoi. On devient des colocataires et du coup il n'y a plus le lien affectif, amoureux. C'est très compliqué. Et puis ensuite on demande finalement d'avoir du désir. On demande à son partenaire d'avoir du désir de 21h30 à 22h30 dans le meilleur des cas. Et ça 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine sans avoir rien fait avant. Enfin, je veux dire, en étant complètement déconnecté sur le plan affectif tout le reste du temps. C'est pas possible. Donc il faut reconnecter. C'est se reconnecter à soi, se reconnecter à l'autre. Et je pense que notre société moderne nous déconnecte les uns des autres.
23% des hommes sont attirés par les seins et 13% par les fesses. Alors c'est surprenant parce que j'ai toujours vu des sondages où c'est plutôt les fesses que les hommes regardent plus que les seins. Donc ah bah oui, ça change. Oui, ça change, oui, tout à fait. Non, pour le coup, j'avais l'impression moi qu'ils regardaient plus les seins que les fesses. Bah, moi au début aussi, vu les seins que j'ai, mais mais c'est pour ça que je me souviens que les enquêtes allaient plutôt dans l'autre sens. Mais voilà. Mais il y a combien de temps le sein reste quand même un objet de fantasme, en tout cas d'excitation visuelle chez les hommes. En tout cas, c'est une enquête de 2005, hein, donc voilà. Un peu vieille. Mais alors, quand même, 20% par les yeux. Ah, quand même, c'est ce que disait l'auditeur tout à l'heure. Oui, je l'ai traité de menteur. Il faut le rappeler. J'ai peut-être eu tort. Et puis, évidemment, vous parlez de la sexualité. Ça, c'est un sujet un peu à la mode. Hein, oui, j'en parlais aussi dans le chapitre, dans le livre chez les femmes. Même si dans les études... Dans les études sur la sexualité, donc l'absence de sexualité, l'absence d'attirance sexuelle, c'est pas très clair en fait la proportion d'hommes et femmes qui sont asexuels. Mais il semble quand même qu'il y ait beaucoup plus d'hommes asexuels que de femmes. Je ne sais pas si c'est un biais de sélection ou si c'est une réalité. Mais c'est un courant en tout cas qui est de plus en plus revendiqué, dont on parle de plus en plus. Sexualité liée bien sûr aux endocrines. Je citais tout à l'heure un auteur qui s'appelle Jean Duchazot qui a écrit un livre, tout est dans le titre, hein, ces glandes qui nous gouvernent. Le problème actuel, c'est que nos glandes, elles fonctionnent plus correctement. Elles sont, alors les perturbateurs endocriniens, vous en entendez parler, pas assez je trouve, la chimie dans l'alimentation, la pollution, les ondes électromagnétiques, il y a un environnement qui ne favorise pas, je tiens à le souligner, le fonctionnement des endocrines, ça c'est clair, et qui fait baisser évidemment la sexualité. Ça, faut vraiment aussi étudier ça parce que c'est une pollution énorme sur le plan endocrinien. Et puis, il y a quand même un chapitre assez important parce que c'est en évolution. Je pense que vous serez d'accord avec moi. La sexualité anale, hein, pour les hommes, c'est quelque chose qui est en véritable évolution. Je suis assez surprise quand je fais une émission sur le tantrisme, le point H de l'homme. C'est en évolution et en recherche. Ils sont curieux de ça. Curieux de ce nouveau plaisir qu'ils peuvent avoir par la stimulation de la zone anale, enfin du point de la prostate. De la prostate, oui. La prostate qui peut se faire aussi par l'extérieur. Hein. Il faut aussi qu'ils sachent que ça peut se faire aussi par l'extérieur. Mais oui, ils sont très en demande de ça. C'est en nette augmentation. Donc, oui, tout à fait. On trouve absolument tout ce qu'on a envie de savoir sur la sexualité masculine. C'est aux éditions Fayard. Ça s'appelle La sexualité masculine dans tous ses états. Ses ébats, pardon. Le jeu de mots, évidemment. Merci en tout cas, Céline Cosse, d'être venue nous en parler. On fait une petite pause et on va conclure avec le test de la semaine, comme tous les vendredis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Seymour Bruxelles, c'est un homme, évidemment, qui va faire ce test avec nous, puisque c'est un test qui s'adresse aux hommes. Mais vous pouvez le faire à votre compagnon si vous avez envie de savoir si vous êtes bien la femme qu'il lui faut. Parce que on va savoir, Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Seymour. Bonjour Frédéric. Donc Frédéric, on va savoir quelle est la femme qui serait la femme de vos rêves grâce à ce test. Vous êtes prêts ? D'accord. Il faut répondre rapidement, hein, sans vous poser de questions. C'est le principe d'un test, vous le savez bien. Hein, et je précise pour ceux qui nous écoutent qu'ils pourront le retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur le site. Alors, je vous propose à chaque fois 4 propositions, A, B, C, D, hein, Frédéric, et vous me dites ce qui vous semble correspondre le mieux à vous. Alors, premièrement, quel regard de femme vous emporte le plus ? Vous pouvez le faire aussi si ça vous amuse, Seymour. Quel regard de femme vous emporte le plus ? Petit A, un regard électrique. B, humide. C, impérieux. D, furtif. Électrique. Électrique, d'accord. Deuxième question, quelle est son attitude la plus excitante pour vous ? Petit A, elle est en bonne compagnie. B, elle suce son pouce. C, elle semble froide et distante. D, ses fesses ou ses seins sont un peu trop top. La C. La C. Alors donc, ok.
Troisièmement, vous osez, parce qu'elle vous a plu, hein, donc vous osez, lui glisser votre carte de visite. Petit B, échanger quelques mots. C, offrir une fleur. D, lui offrir le dernier livre à la mode. Le B. Le B, d'accord. Alors, ensuite, quel rôle seriez-vous prêt à jouer pour la séduire? Petit A, James Bond, prêt à toutes les fantaisies. B, Tarzan en string léopard. C, un bad boy sur sa moto. Et D, un musicien avec sa guitare. Bon, on va dire la C, j'ai une moto. D'accord. Ensuite, comment la déshabillez-vous? Petit A, tranquillement. B, rapidement, sans faire attention à ses vêtements. C'est pas bien, ça. C, tout en l'embrassant et en lui mordillant l'oreille. D, en bandant, tout simplement. Ça serait entre les deux. Ah bah non, il me faut une réponse. Hein. Non, bon, alors la A. Ah, tranquillement. D'accord. 6. Mais bon, la C n'est pas incompatible. Alors, vous découvrez qu'elle est épilée. Vous pensez, chouette, elle est open. B, elle veut être comme toutes les femmes. C, qu'elle coquine. D, elle est adepte de l'hygiène. Je dirais la B. B, donc, elle veut être comme toutes les femmes. Vous n'avez pas tort. Hein. 7. Quelle est votre philosophie en amour? Petit A, toujours garder le contrôle. Petit B, toujours recommencer. Petit C, toujours précis dans vos caresses. Et petit D, se retenir le plus longtemps possible. Petit C. Petit C, toujours, toujours précis dans vos caresses. C'est ça. Alors, 8. Quelle position vous plaît le plus? Petit A, les petites cuillères. B, les jambes serrées. C, les jambes accrochées à vos reins. D, elle sur le ventre et vous derrière. La C. C. D'accord. Je suis idiot, mais c'est quoi les petites cuillères? Je vous expliquerai après. Merci. 9. Moi, je sais. 9. Après l'amour, vous aimez, petit A, être confortablement installé. Petit B, encore vibrant. C, dormir vite. D, rester silencieux. La B, encore vibrant. Encore vibrant. Donc, vous n'arrêtez pas. Hein. 10. À nouveau seul, vous imaginez la suite. Comment? Petit A, c'est votre princesse. B, vous êtes prêt à lui faire un enfant. C, vous vivrez le polyamour. Et D, pas sûr que vous vous engagiez vraiment. La D. La D, d'accord. Eh bien, écoutez, je vais faire le calcul, hein, mais à mon avis, vous avez un gros score. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 6, 36. Auquel on rajoute 4 x 3, 12, ce qui vous fait 48. Oh là là. Vous êtes presque... Vous oscillez entre votre complice et une femme maternante, en fait. Hein, parce que mais ça s'approche quand même beaucoup de la femme maternante. Hein. Vous aimez la sensation de vous reconnaître l'un et l'autre, d'être un peu semblables, parce que trop de différences, ça pourrait vous effrayer. Mais en même temps, alors vous savez vous amuser, être créatif, etc. Mais en même temps, vous aimez bien qu'elle ait une poitrine un peu de nourrice et vous sentir en sécurité avec elle et oublier votre stress quand vous êtes avec elle et vous cherchez un peu la stabilité, la réciprocité. Voilà. Si vous aviez eu 50, vous auriez été dans ce côté femme maternante. Mais bon, là, vous êtes plutôt dans la recherche d'une femme complice. Mais quand même dans une notion je pense, de sécurité. Voilà ce qu'on peut vous dire. Fred, ça vous semble correspondre? Oui, quand même, c'est assez rapproché. En tout cas, vous n'aimez pas vraiment les ingénues, vous n'aimez pas celles qui seraient un peu plus jeunes, avec qui il faudrait jouer le protecteur, et c'est pas ça que vous cherchez chez une femme. Non, c'est vrai. Donc le test a l'air de marcher, formidable, un test que vous pouvez tous faire, bien sûr. Et vous l'avez trouvé, au fait, cette femme qui... Presque. Ça se fait gentiment. Ça se fait gentiment, d'accord. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt tout à fait à vous engager, si j'ai bien compris. J'y suis, mais je vis pas en couple encore. Bon, écoutez, prenez le temps, vous avez raison. Hein, voilà. Tant qu'on n'est pas encore en couple, on continue à se séduire, c'est déjà bien. Hein. Une fois qu'on est en couple, hein, elles deviennent exigeantes une fois qu'elles sont casées, vous savez. Sont terribles. Oui, après... Ils demandent des petites cuillères.
C'est ça. Alors Fred, puisque vous connaissez la position de la petite cuillère, expliquez-la à Seymour pour qu'il meure pas idiot. Il me semble que c'est l'homme qui emboîtait dans la femme sur le côté. C'est exactement ça, oui. On est sur le côté l'un et l'autre, la femme devant, l'homme derrière qui s'emboîte. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas comme ça que je range mes petites cuillères, mais je vais m'y mettre. Non, mais l'image de la petite cuillère, elle est assez, ça, j'ai compris, juste. Ouais. Hein. Ouais. Quand on range ses petites cuillères de cette façon. Oui. Oui. Voilà. Mais vous êtes bordélique. Ah bah moi, alors là, les petites cuillères, elles sont avec les fourchettes. Voilà, donc on aura appris quelque chose à Seymour, c'est quand même je suis content d'être venu. Grâce à vous, Frédéric. Merci, Frédéric. Il n'y a pas de quoi. Je pourrais juste vous en poser une question alors, parce que je crois qu'on est dans les rêves. Oui, bien sûr, me semble. Alors moi, j'ai quelque chose, alors me semble-t-il bizarre, enfin bon, je m'adapte. Mais alors tous les jours, entre 4h et 4h30 du matin, je fais des rêves érotiques. Alors, pas avec des têtes spécifiques, avec des corps de femmes, avec une femme. Et voilà, mais c'est tous les jours entre 4h et 4h30. Alors, c'est quel organe entre 4h et 4h30 C'est le foie. Le foie. Donc, écoutez, ça veut dire que peut-être sexuellement, vous avez plus de libido que vous ne l'imaginez et qu'il faut la déverser la nuit. Hein. D'accord. Oui. Oui, c'est ce que je suis obligé de faire des fois. C'est toutes les nuits? Ah oui. Ah oui, c'est réglé entre 4h et 4h30. C'est pas désagréable? Ah non, pas du tout. Voilà. Non, c'est sympa. Et ça me réveille? Mais oui, ça me réveille. Oui. Ah oui, c'est un point de me réveiller. Je vais même vous dire que quasiment, j'ai presque pas d'érection le matin au réveil après. Moi, je me lève un peu 1 heure ou 2 plus tard, quoi, parce que je me rendors quand même. Donc voilà. Mais vous avez des érections pendant quand vous faites ces rêves, et vous avez parfois des pollutions nocturnes, comme on dit vilainement. Non, je me réveille avant. Ouais, mais avant la pollution. Dommage. Après, des fois, je suis obligé de finir différemment. Oui, parce mais que pour s'endormir, c'est pas évident. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais ça laisse à penser que vous avez une libido en ce moment qui explose un peu, oui, sans doute. Mais il faut. Vous n'avez pas une voisine qui pousse des cris toutes les nuits à la même heure? Non, pas du tout. Mais il n'y a rien d'inquiétant. Hein. Non, c'est bien. Au contraire. Hein. Ouais. Au contraire, continuez. Profitez-en. D'accord, impeccable alors. Merci Fred. Merci Frédéric. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Allez, on laisse la place à C'est votre avenir. Et lundi, on sera avec Ariane Calvo et nous allons évoquer nos blessures d'enfance. Comment les reconnaître pour évidemment en mieux vivre avec.